vous êtes toujours, manque de peau pour vous, ou alors, quel bonheur, sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître et sans pub de la Fédération anarchiste, l'émission à racaille, avec aujourd'hui un invité, et je vous dis pas quel invité, Clément Scouvart. Je te suis, j'ai saisi. Et qui est graveur sur bois particulièrement, et sur tous les bois possibles et imaginables. Voilà. Aussi bien les pires que les meilleurs, mais je pense que ce sont les pires, parce que bon... c'est ce qu'on trouve, quoi. Ouais, c'est ce qu'on trouve. J'ai jamais connu, pourtant j'ai connu beaucoup de... Enfin, beaucoup, j'ai connu ça, des graveurs quand même, et j'en ai jamais rencontré un qui gravait sur les bois sur lesquels grave Clément. Faut vraiment voir Moi, je les ai vus, ces bois, on s'est rencontrés... Enfin, on l'a rencontré avec Piquet-Cou, on l'a rencontré sur une fête à Neuneu, là, à Fontenay, à un marché de Noël. Il était gelé, il était malade, il était dans la rue, parce que, bon, bref, il avait un coin. On lui avait réservé un coin près des chiottes, dans la halle de ce petit pays charmant, de Fontenay-sous-Bois. Un petit village. Hein, un petit village, oui, effectivement. Petit village, ouais. Petit village. Et alors, bon, et on a avec ma camarade Piquet-Cou, on a vu ces bois, et on a été vraiment... Oui, je le dirais, hein, je vais vous le dire, hein, ébloui, parce que bon, c'est une vitalité dans son travail, il y a une vitalité dans le personnage, une passion, et quand la passion, ça devient quelque chose de tellement rare, que quand on se tamponne avec, je dois dire que ça se coud. Voilà, alors je vais pas vous présenter Clément toute seule, je vais lui demander de participer à sa présentation, parce que bien sûr. Parce que elle est assez fournie, hein, sa présentation, je dois dire. Quand vous voyez, ce matin au bistrot, il nous a montré un portfolio, je m'en suis pas encore remis, je mettrai du temps à m'en remettre. Écoute, moi j'ai appris la gravure assez jeune, j'avais 5-6 ans, par mon grand-père. C'était plus de la taille d'épargne. Pas de la taille d'épargne, excuse-moi. C'était plus de la taille douce. Tout ce qui est sur acier, les eaux fortes, etc. Donc ça, j'ai commencé relativement jeune. J'étais plutôt dans le dessin. Et on va dire vers 13 ans, j'ai commencé la gravure un peu comme ça. C'était mes supports, en fait, qui me permettaient de dessiner dans la rue. Des petites planches de bois que j'avais dessinées, quoi. Et puis c'est un peu en gravant avec des outils qu'on m'avait offerts. Et puis que j'ai après un peu acheté, c'est vrai, des gouges, des burins. Et puis, du coup, voilà, ça me faisait sortir du dessin. Enfin, voilà, on dessine, et puis quand on grave, on est dans un autre état, un peu. Et du coup, c'est vrai que le fait d'enlever aussi, de toujours retirer, et puis de laisser quelque chose pour en faire une image, oui, c'est une autre attaque que le trait. Là, on est plus dans la sculpture, quoi. Pour moi, la gravure, c'est un peu le dessin de la sculpture, quoi, si on peut dire. Bon. Parce qu'on enlève. Et donc voilà. Donc après, j'ai essayé un peu un tas de choses différentes. Vraiment, au début, c'était vraiment tout ce que je pouvais trouver. Voilà, vers 13 ans, j'avais quand même des contreplaqués. Alors bon, je sais que la colle, c'est pas évident pour les outils. Je sais que c'est pas tellement recommandé, mais mes outils ont bien vécu. Hein, il y a 27 ans et je m'en sers encore. Voilà. D'ailleurs, c'est comme je t'avais fait voir un de mes vieilles gouges là, qui a arrondi d'un côté et puis qui est encore, on va dire, plus ou moins coupante de l'autre, hein, qui fait un drôle de V. Hein. C'est même plus un VU, c'est un VU, tu vois, oui, ou UV, je sais pas trop. Mais voilà, c'est comme, vous savez, souvent on dit, quand il y avait des porte-plumes avant ou ces choses-là, on travaillait tellement la chose qu'on ne pouvait pas vraiment se servir d'un stylo plume d'un ami. Je sais pas si vous avez connu ça, mais parce que la plume, voilà, elle était faite à sa main. Voilà, faite à sa main. Voilà. Donc du coup, voilà, on arrive aussi avec les gouges. Je sais pas si c'est bien, pas bien, mais moi j'arrive, en tout cas, avec cet outil-là, à bien mordre. Donc on dit mordre quand on va piocher comme ça, un peu comme une pelle ou comme une pioche dans le bois, quoi, pour après le faire sauter. Et voilà. Donc du coup après, évidemment, je sais que c'est pas forcément recommandé, mais moi j'ai fait ça sur du médium. Récemment, j'ai gravé du sol. J'ai gravé aussi une table en marbre ou plusieurs choses en marbre ou même de l'acier. Donc tout ce qui peut un peu s'abîmer, se soustraire, quoi, qu'on peut enlever un peu, ça m'intéresse. Voilà, ça m'intéresse parce que oui, effectivement, on disait que l'image était forte. Je pense que ça c'est propre à la gravure sur bois, il me semble. C'est que, après ça dépend ce qu'on a à en dire, c'est vrai. Mais dans la contrainte du fil, quand on a donc cette contrainte, pour moi la contrainte elle n'est pas négative du tout. Hein. Elle est justement, faut aller au-delà et puis il faut s'en servir. Donc bon, bah voilà, c'est assez attirant aussi comme façon de voir la chose. Hein. C'est pas souple ou mou comme du lino, par exemple.
je suis pas contre le lino, mais effectivement, il faut l'acheter. On le trouve pas dehors. Et puis du coup, c'est vrai que voilà, c'est vrai que quand je fais du lino, rapidement, je m'approche du dessin que j'ai quitté, on va dire, ou de l'illustration que je fais d'habitude. Alors que c'est vrai que le bois va me permettre ou va m'obliger, hein, si on veut, à faire des choses donc plus, je vais y arriver, à faire des choses plus, pas forcément efficaces, mais plus simples. Voilà, plus simple. Donc du coup, on essaye de simplifier aussi ce qu'on a à en dire, je pense, et notre sensibilité à certains égards par rapport à certains sujets. Hein, il y en a plein, on en parlera après, mais va être peut-être soulevé, va être peut-être vraiment marqué, quoi. Donc ça, c'est vrai que la gravure me permet beaucoup de m'exprimer, quoi. M'exprimer. Voilà, depuis que j'ai 13 ans, j'ai toujours un peu mis mes images dans la rue, donc mes estampes, etc. Ah, voilà, mes estampes et compagnie, parce que ça me permettait aussi tout simplement de m'exprimer. Et puis je pense que c'était aussi un peu accepté parce que c'est de l'imagerie. Alors c'est pas négatif, hein, mais c'est de l'affiche, donc c'est quelque chose qui passe assez bien dans la rue, en fait. Bon, il faut bien les placer, etc. Mais ça, c'est visible. Oui. C'est visible, oui, c'est visible. C'est pas du pictogramme, mais c'est visible. Des fois, c'est du rail, hein, parce que j'avais fait des sujets quand même assez difficiles il y a quelques temps. Et puis encore, hein, avec les sujets qu'on vit en ce moment. Donc du coup, mais voilà. Comme il y a aussi le fait que ça soit pas vraiment daté, c'est un peu intemporel, une gravure si on peut dire. Donc du coup, même si l'image était difficile, j'avais fait des images contre les mines antipersonnelles, j'ai fait des images contre la peine de mort, les pendaisons, etc., etc. Donc oui, j'avais fait des sujets très très durs comme ça, enfin très durs, malheureusement très réalistes, quoi. Donc du coup, effectivement, quand on passe par ce biais-là, oui, effectivement, c'est difficile, mais l'enfant même d'ailleurs, pas que la vieille personne, mais l'enfant va y avoir une acceptation, on va dire. Enfin voilà, si on peut dire, ça fait partie de l'image, quoi. Donc quand on est dans une autre façon de pouvoir s'exprimer comme ça, voilà, c'est pas de la photo, c'est pas de l'illustration, c'est une image, donc elle est très forte effectivement ou pas, mais elle a la facilité quand même d'être lue assez facilement par toute personne, quoi. Elle est pas elle est faite pour être comprise par tous. C'est ça, je pense, que l'imagerie, hein, populaire, on dit populaire, mais c'est de l'imagerie, quoi, tout simplement. Hein. Donc voilà. Oui, c'est d'ailleurs la question aussi, c'est comment, à une époque où on a tellement de sollicitations visuelles avec le net, etc., en bref, les jeux vidéo et toutes ces choses-là, comment, moi c'est un peu mystérieux pour moi, comment les gens peuvent encore être aussi intéressés, enfin aussi, en tout cas, attirés par l'imagerie en quelque sorte, on peut dire populaire, que sert la gravure sur bois, quoi. Parce qu'il y a quelque chose d'un peu mystérieux, quand même. C'est un peu, je l'ai peut-être pas encore dit, mais oui, moi, je suis une famille d'artistes. Ouais. J'ai eu cette chance parce que, bon, voilà, ça m'a un peu, effectivement, à un moment donné, dans ma petite banlieue, ça m'a un petit peu, oui, je pense que ça m'a un peu tiré, quoi, vers le haut. Le partage qu'on m'avait fait d'images effectivement assez militantes, ou en tout cas qui disaient des choses. Voilà. Ma tante a voyagé à l'époque de la révolution, c'est Mao Tse-tung. Donc bon, il y avait aussi mes grands-parents qui étaient humanistes. Enfin voilà, il y avait des ordres comme ça qui existaient aussi un peu avant, ou des groupes. Du coup, moi, j'ai un peu baigné là-dedans. On me ramenait des imageries de Prague, de Tchèque. J'ai été un peu dans la marionnette aussi avec mon père, mais qui était scientifique. Donc, il y avait un tas de choses comme ça, beaucoup de musique. Mon grand-père jouait avec Pablo Casals. Enfin, en tout cas, était un peu virtuose de Bach. Donc, j'ai été très, très, très bien nourri d'un tas de bonnes intentions et d'un tas de bons partages, mais qui étaient pour moi complètement réalistes, hein, qui n'étaient pas du tout du blabla ou des idéologies. Hein. C'était naturel. C'était du concret. C'était du concret, voilà, c'est ça, exactement. Les gens s'entraidaient complètement, mais vraiment, on connaissait son voisin et compagnie. Enfin, moi, quand j'étais petit à Paris, c'était... Après, ils sont tous fait un peu virer en 82 ou je sais plus combien, là.
tous les anciens Parisiens, ils ont été mis ailleurs. Mais bon, ça c'est autre chose. Du coup, voilà, c'est vrai que voilà, l'image pour moi, elle m'a bercé et puis elle m'a permis aussi, peut-être parce que j'ai eu des petits soucis plus jeunes d'ordre scolaire, etc. Elle m'a permis aussi peut-être de lire l'histoire, tu vois, peut-être. Et puis sûrement de raconter mes histoires aussi après au monde ou ce que j'avais à en dire, quoi. J'ai eu la chance donc d'être de banlieue, c'est une chance parce que j'ai pu voyager aussi, donc aller voir tous mes amis qui étaient d'Amérique latine, qui étaient du Sénégal. Tu voyageais sans voyager. Sans voyager, oui. Ouais, tu voyageais sur place. Sur place, voilà, c'est ce qu'on avait discuté l'autre fois. Effectivement, il y a certains pays, surtout l'Uruguay, où j'étais pas du tout dépaysé, parce qu'effectivement, oui, j'avais des très bons amis, et du coup, oui, voilà, donc ça te permet aussi, voilà, plein de choses, si tu veux, même si j'ai connu ça plus jeune, l'imagerie du monde, on va dire, parce que c'est vrai, j'ai des images du monde entier, donc ça c'est une richesse extraordinaire, enfin tu vois, parce qu'il y a des choses formidables dans le monde entier. Donc, je suis pas du tout arrêté. Mais c'est vrai qu'en plus d'y avoir été, bah voilà, tu dessines, tu graves, et puis bah tu en ramènes des choses, quoi. Tu vois, vu que ça fait 27 ans que je grave, forcément, voilà, il y a un peu de tout comme imagerie. Tu vois, donc c'est comme on en reparlait tout à l'heure au niveau d'imagerie, il y en a qui vont se dire pour s'approprier, et puis je suis pour, hein, moi je suis pas du tout pour réserver ça à certains, mais il y en a qui vont te dire, bah tiens, ça me fait penser à l'imagerie inca, d'autres japonaises, d'autres chinoises, d'autres médiévales, comme on en parlait tout à l'heure, intemporelles. Donc c'est vrai que c'est rigolo un petit peu, je pense que même, c'est vrai quand même, là maintenant on est en quand même bientôt 2017, donc là on parle d'un monde quand même qui a quand même pas mal changé, effectivement, souvent on m'invite en tant qu'artiste, et puis on me demande si on est étonné quand je dis que je suis un artiste manuel. Donc oui, des fois oui, il y a un nouveau monde effectivement qui est là, qui est là maintenant. Oui, je leur rétorque aussi qu'avec leur souris ils font du manuel. Oui, parce que bon voilà, quand même, faut pas non plus. Oui, enfin c'est quand même un petit peu oui, prétentieux. Prétentieux, oui, je sais bien, mais c'était pour dire non, parce qu'on a l'impression d'être complètement en deçà, du coup, d'être vraiment dans un autre monde. Effectivement, pour le coup, des fois, je présente évidemment mes matrices, mais c'est vrai que oui, les gens comprennent seulement quand il y a la matrice et autres. En fait, effectivement, il y a un attrait pour l'imagerie. Par contre, comment elle est faite ou le procédé, la technique, alors ça c'est vrai qu'effectivement, là je suis plus même artiste, hein, je suis artisan, enfin voilà, c'est un peu, on comprend pas trop effectivement le temps que c'est, la passion que c'est, ou le fait aussi effectivement, parce qu'on est très autonome. Enfin moi c'est ça ce qui m'intéresse aussi effectivement, c'est très indépendant de toute chose. Hein. Donc c'est-à-dire qu'à part le papier et l'encre que j'achète, je dessine, je grave et j'imprime. Et j'imprime, voilà, je vais pas me permettre de dépenser quelques petits sous pour faire des agrandissements ou autre, sauf s'il y a une commande, et puis tant mieux. Mais je veux dire par là que je préfère tout gérer, en règle générale, tout faire, pour que ça soit pas forcément bien fait, mais oui, voilà, pour que ça soit fait complètement par moi, tout simplement, quoi. Que j'ai mes choses aussi un peu à dire. Oui, il y a moi, quand j'ai vu tes matrices, là, sur ce petit marché de Noël, là. C'est vrai que quand tu évoquais la sculpture à propos de la gravure sur bois, oui, c'est la sculpture. D'ailleurs, au tout début de la gravure, c'était je crois des bijoutiers qui sont en quelque sorte des sculpteurs. Ouais, c'est l'orfèvrerie qui a, oui, ça. Oui, c'est l'orfèvrerie en fait qui a amené la gravure. En fait, si tu veux, sur des objets donc qui étaient cylindriques, on faisait un ancrage, on faisait une impression de cet ancrage pour voir les symétries, les dissymétries, etc., etc. Donc, et puis c'est là qu'après est venue l'impression, etc., etc. Mais bon là, on était, oui voilà. C'est comme ça qu'a démarré la gravure il y a bien longtemps. On ne sait pas trop après. Hein. Moi, j'ai quelques papiers là-dessus, mais 12e, 13e, après la gravure, je pense qu'il y a des... Voilà, le fait de marquer quelque chose, je pense que c'est bien plus vieux que le 12e, 13e siècle. Hein. Je pense que voilà, on gravait des os, des os, pardon, mais il y a plein de choses qui s'abîment, qui se tracent, quoi. C'est tracé, quoi, gravé, quoi. C'est comme... mais même, si tu veux, les comment dirais-je... les terres c'est la syrienne ou je sais pas, c'est les terres cuites elles étaient gravées quand la terre était encore molle. Oui, elles étaient marquées, oui, elles étaient comme un tampon, quoi, elles étaient tamponnées. Et puis après, ils les cuisaient pour la pérennité de la chose, mais on aurait très bien pu les imprimer. Tout à fait, mais c'est comme il y a certains peints aussi qui vont marquer comme ça. Ouais. Alors après, voilà, c'est ça. On peut dire que la gravure, comme le fait de marquer les choses, oui, c'est
un peu comme les logos où je sais plus, il y avait comme ça beaucoup de choses qui se faisaient, les poissons, enfin toutes ces choses-là étaient gravées sur acier ou Tout à fait, ouais. pour être reportées ou pour les chevaux, je ne sais quoi. Enfin bon, après il y a plein de corps de métier à mon avis qui avaient des choses comme ça. Moi j'ai un peu de chance dans le cas où on m'a offert des outils. Je suis de famille de graveurs, voilà quand même. Voilà, on va dire en gros quoi. Donc on m'a offert certains outils, malheureusement que je sais pas me servir. Par exemple le bois debout, ma grand-mère m'a fait voir, mais très peu de temps. Et bon voilà, pas assez. Et c'est à moi aussi de travailler. Après, il faut trouver le bois debout. Voilà, Je c'est sais pas ça, si vous connaissez, mais pour ceux qui connaissent pas vraiment le bois debout, en gros, c'est la minutie la plus, oui, la plus fine, la chose la plus précise qu'on puisse faire en gravure sur bois. Hein. Donc les timbres, les billets de banque, ou je ne sais quoi, ou tous ces catalogues là, comme on parlait l'autre fois. Et c'était avant la photogravure, hein, c'était fait main, donc c'était quand même très très minutieux. C'était des bois qui étaient donc debout, hein, comme on parlait tout à l'heure, les bois de fil c'est allongé, donc on a la contrainte, on découpe ou pas avec des ciseaux, des gouges, des burins, etc. Alors que là, le bois debout était des damiers, c'était très coûteux, hein, très épais, très très coûteux, maintenant ça se trouve presque plus, et on le faisait par contre avec un burin. Voilà. Donc, et là, avec une très grosse loupe, on travaillait comme la taille douce. Comme la taille douce, oui, oui. Sauf que là, c'était vraiment, et c'est ça qui est assez, si tu veux, tu as un petit coussin en cuir. Enfin, il y a quand même, il y a autre chose. Quand on travaille sur acier, sur zinc ou autre, on est quand même sur une table. Ça se rapproche beaucoup du dessin. Avec les points de sèche, etc. Alors que là, on est quand même un peu plus, on est dans la sculpture, quoi. C'est du bois et voilà. Sauf que c'est minutieux. Hein, on enlève des choses ultra fines. Je ne pourrais même pas dire la définition du terme, enfin de la taille, quoi. Mais le burin, oui, c'est quand même assez formidable. Hein. Bon, voilà. Pour le coup, ça, j'en ai jamais fait. Et j'aimerais bien, peut-être un jour aussi, travailler un peu là-dessus. Ça sera beaucoup plus long encore que tout ce que je fais. Non, mais en tout cas, dans tes bois, il y a des finesses aussi parfois. Des fois, tu es assez rude, mais tu es aussi capable de finesse. T'as une palette, si tu veux, de traits qui est assez riche. Quand même. Voilà. C'est pas... Ça dépend. Alors voilà, ça dépend du bois. C'est comme on le disait tout à l'heure. Plus tu vas avoir des bois qu'on dit nobles, hein, les bois fruitiers, etc., plus il va y avoir une densité. Donc après, on change les outils, évidemment, on prend des bons outils. Mais là on peut vraiment travailler en finesse. Hein, voilà. Parce qu'il va y avoir une stabilité du bois, il va y avoir une densité qui va faire qu'elle va être assez résistante aux pressions. Et puis, il ne va pas aussi sauter, tout simplement, quand on va creuser. Déchirer, quoi. Elle va pas déchirer, elle va pas faire voilà. Alors qu'évidemment que les contreplaqués ou les médiums, ou les très mauvais médiums, hein, même les très mauvais médiums, effectivement, là, c'est pas du tout le même travail, et du coup, pas le même ancrage, et pas du tout aussi le même rendu, ni la même impression. C'est ça qui est assez formidable aussi dans la gravure. C'est comme je t'ai fait voir tout à l'heure, il y a des gravures qui sont des fois anciennes, que je me permets de retoucher, parce qu'avant, j'étais vraiment plus dans les matières, on va dire. C'est-à-dire, il n'y avait pas des blancs, des noirs, des vides, des pleins, comme Vallotton ou comme plein d'autres, ou comme mon père d'ailleurs. Là, c'était plus dans un travail de matière. Donc, des fois, difficile peut-être à lire ou pas compliqué, mais on mettait un certain temps, quoi. Et puis après, j'ai commencé à évider pour colorer. Voilà, avec des encres. Donc, c'est un peu plus comme du coloriage, hein, mais c'est un peu plus proche de l'illustration, peut-être. Et puis, j'ai peu essayé, mais ma grand-mère faisait ça. Moi, j'en ai fait 2-3, où on fait plusieurs matrices pour faire des surimpressions. Voilà. Donc c'est vrai qu'après l'impression, j'ai beaucoup appris et puis j'ai beaucoup à apprendre parce que c'est vraiment tout un autre monde. Hein, l'impression, les couleurs, les encres, les papiers, les tissus. Il y a énormément de choses possibles. Hein. C'est sans fin, en fait. C'est ça qui est assez formidable. Moi, j'aime pas les choses forcément finies, donc ça tombe bien. Et puis, bah voilà, en gros, la gravure. Voilà. Après, voilà. Il y a tout ce qui peut se faire. Là, j'ai une amie aussi qui m'a fait un petit appel. Alors, j'ai pas travaillé longtemps. J'ai travaillé 2 jours, mais c'était sur des sculptures de houdon là, qui étaient en résine marbrée. Ouais. Et puis elle m'a dit si tu peux me donner un coup de main, les socles. Voilà, ça n'a pas fonctionné les socles au niveau des écrits parce que le modèle était mauvais d'ailleurs à la base. Du coup, j'ai dû reproduire un petit peu. Au début, j'allais au Dremel, mais c'est vrai que voilà, je suis pas très. Pour moi, voilà, parce que, si on peut parler un peu de très technique, parce que c'est qu'une marque, mais bon, un petit truc qui tourne là, bzzz, et ben, on est proche du trait, du dessin, et du coup, la sculpture, c'est pas du trait, c'est des coups, c'est des coups.
effectivement. C'est des coups, c'est des choses quand même précises qui s'arrêtent. Donc c'est pas quelque chose qui tourne, qui peut du coup ne pas bien percuter la chose, qui ne peut pas bien la faire sauter. Et puis il va y avoir une certaine mollesse là-dedans. C'est ce que je disais tout à l'heure un peu au lino, quoi. C'est un peu la même. Donc du coup, j'ai terminé au burin. Et ça fait plaisir aussi de travailler d'autres matières, quoi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. En gros, je suis pas forcément. Pour moi, c'est le bois. Hein. Le bois avant tout, effectivement, c'est ça. Après, je peux graver d'autres choses, évidemment, mais il faut que ça s'y prête, quoi. Ouais. Tout à fait. Moi, j'avais un copain qui était graveur en taille douce. Et il faisait des trucs tout court pour gagner sa vie. Il faisait des cartes de visite assez prestigieuses, avec des médailles et tout. Et il avait une machine qui lui permettait de graver. Mais il finissait tout au burin. Parce que justement, pour éviter ce que tu dis, cette mollesse, il manquait la sécheresse du burin. Donc il faisait le gros du travail avec cette machine, c'était un pantographe, je sais pas quoi. Et puis après, il reprenait tout au burin. Tu vois. Ah, je ne connais pas cette machine. Tu as une espèce de machine, quoi. Ouais, une machine qui permet de graver, oui, bien sûr. Ouais. Ah oui. Oui, bien sûr, oui. Au laser, tu veux dire quelque chose de moderne c'était mécanique. Ah oui, j'ai entendu parler. Oui, j'ai entendu. Qui fait des petits coups comme ça, un peu comme le tatouage, je crois. C'est ça, oui. Oui, tout à fait. On en a parlé. Et donc, lui, il finissait tout au burin. Et maintenant, on va arrêter un petit peu la causerie, on va mettre la musique. Ah, vive la musique. Malgré les grands yeux du néant, c'est pour mieux te manger, enfant, et les silences et les boucans, faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre des gouffres infinis, des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau et que l'on ait plus ses 16 ans et sur l'espoir un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord au vent d'amour qui souffle encore et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas un beau qui veut pardi et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous ces morts en goguette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au mur du temps et par d'autres repris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans le naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, en nous sentinelles endormis dans un bruit d'usine gémie, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'en nous un enfant mort si peu parfois remue encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages où le cœur s'écœure et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera voir jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre, faut vivre.
Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges, jour après jour, et bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater. Faut vivre. C'était Mouloudji, faut vivre. Vous êtes toujours, encore et pour un moment, Et oui, on est là. sur Radio Libertaire, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. Hist. L'émission à l'accueil avec Clément qui commence à se détendre. Là, et, il va prendre l'émission en main. Hein. Avec et la voilà, qui est graveur. Je vous le rappelle, si vous avez manqué pas de pot pour vous le début de cette émission. Oui, voilà. toujours. Qui évoque pour vous, pour nous tous, son métier de graveur, parce que c'est un métier, c'est pas simplement une lubie de velléitaire, vous voyez, de ces gens qui font un peu tout et un peu n'importe quoi pour se la jouer. Non, non, lui c'est un vrai, un pur, un fort, un bon. Je vais l'écraser de superlatifs. Voilà. Je sais plus quoi dire après là. Je sais plus quoi. Non, non, ce qui nous a complètement fasciné, c'est le mot est faible même avec ma camarade, c'est de voir ces bois, ces matrices dans ce marché, cette foire oui, enfin bref, le marché de Noël dans une petite ville, un petit trou du cul du monde de la banlieue parisienne. Voilà. C'était, disons, le seul exposant qui exposait des choses supportables, voilà, parce que le reste c'était bon, c'était des gentillesses pour des boucles d'oreilles en plumes, des choses comme ça. Oui. Assez tristounette. Bon, passons. Voilà, mais Clément lui montrait donc ces bois gravés en ocret, etc., etc., et ce qu'il en faisait. Là, c'était sur des t-shirts, mais il ne s'occupe pas que de t-shirts, que de lingerie, mais il imprime aussi sur papier. Oui, avant tout. Oui. Avant Moi, tout. comme je te disais tout à l'heure, là, comme on le disait un petit peu, donc voilà, moi je suis de famille d'imagés déjà, hein, d'artistes quoi. Ma grand-mère, mon grand-père, mes oncles et tantes, mon père, ma mère, ma sœur. La totale. Donc c'est un peu comme comme le nom l'indique, hein, famille donc d'artistes, hein, c'est ça. Alors après oui effectivement, pour en vivre oui c'est pas forcément évident parce qu'on parlait tout à l'heure de métier. Alors là moi c'est par rapport à ma vie. De travail, hein, de travail dans la société, tout ça. J'ai plus inclus la gravure, on va dire, heureusement, j'ai été animateur pendant 17 ans là, à Montreuil. Et du coup, c'est une ville que je connaissais pas trop, enfin de nom seulement, mais j'habitais à côté, Fontenay-sous-Bois, mais je connaissais pas trop, et puis c'était tant mieux un peu. Je voulais pas trop qu'on me connaisse non plus. J'ai connu un lieu magnifique qu'on appelait Résistance, qui a été détruit, qui était assez magnifique, hein, voilà, qui avait au moins presque 1 hectare de jardin, où il y avait un potager, il y avait des cabanes dans les arbres. C'était formidable, c'était un lieu formidable. Et du coup, là, j'ai fait beaucoup. D'abord, je suis rentré peut-être plus par le dessin. On sortait avec les enfants, on s'appropriait la rue en dessinant, en l'observant, en discutant, en faisant du civisme, je ne sais pas comment on appelle ça. Mais ça passait très très bien. Et puis après, je suis parti sur la gravure, donc, qui est plus mon attrait premier. Et on a fait avec des enfants donc de primaire sur lino, parce que ça y est, les enfants à 6-7 ans, ils commencent à avoir l'index, le pouce et le poignet beaucoup plus musclés. On a fait des gravures sur les cauchemars et sur les rêves, la nuit, quoi, ce qu'on avait à en dire. Bon, puis il y avait un peu de tout au niveau imagerie, mais on a commencé à faire des collages sur des petites choses des panneaux qu'on appelait expression libre, il me semble. C'était à Montreuil. Alors comme il y avait marqué expression libre, moi j'ai commencé à coller avec les enfants. Puis après on m'a rétorqué que c'était du collage sauvage. Alors après on a été soutenu du coup par les parents. Il y a eu des pétitions, etc. Alors après on nous a demandé de continuer en fait à faire ce collage sauvage. Donc c'est assez rigolo. Moi je me suis jamais trop pris la tête avec les contentieux ou ce qui était possible ou pas. On fait les choses. On sort, on grave, on imprime, etc., etc. On n'attend pas trop de savoir ce qu'on a le droit ou pas, parce que là,
quand je suis arrivé avec mes goûts, voilà, j'ai travaillé même en Isère pour un lycée professionnel. Là, c'était plus des enfants, ils avaient 19 ans, 20 ans. Donc voilà, je suis arrivé pour un projet de gravure d'impression sur 50 mètres de tissu là, de soie, en Isère, là, sur un marché du Moyen-Âge, 13e siècle, là, à Côte-Saint-André. Et on m'a rétorqué un petit peu, les enfants, les jeunes quand même, 19 ans, presque on est adultes, il me semble, vont dessiner sur les planches, mais c'est le professeur qui va tout faire à la défonceuse. Et là, j'ai fait un peu des grands yeux comme ça, parce que j'arrivais justement pour faire de la gravure avec ces jeunes. Et j'ai été très agréablement surpris. Alors évidemment, au début, le prof était un peu inquiet, parce qu'il lui-même ne pouvait pas passer, et c'est ça qui est bizarre quand même, dans un lycée professionnel, ils ne font que de la théorie, et de la pratique, ils n'en ont que très peu. Pourtant, il y a des outils, mais j'ai pas trop compris un peu la réalité de la chose. Mais ils avaient encore 1 an à faire, et n'avaient toujours pas touché une scie. C'est quand même un peu aberrant, quoi. Enfin bon, moi je dis ça, je dis rien. Si, je le dis. je le dis parce que je m'inquiète un peu. Et du coup, voilà. Au début, c'était très craintif. Et puis bon, oui, effectivement, avec une gouge, on peut se couper, on peut se faire mal. Il y a eu quelques petits blessés, mais très rapide. Il n'y a pas eu de point de suture, tout va bien. Et les enfants, donc les jeunes, pardon, je suis désolé parce que j'ai beaucoup travaillé avec les plus jeunes, enfin beaucoup plus jeunes, les enfants, là c'était des plus grands, m'ont fait énormément de matrices, du coup. J'ai été très étonné. Moi, je pensais qu'un élève allait me faire, un jeune allait me faire une matrice, parce qu'une matrice, c'est quoi? C'est une gravure, c'est-à-dire que comme c'est du temps. Rapidement, c'était sur l'imagerie russe, c'était sur le prince Igor de Borodine. Du coup, je leur ai fait voir un petit peu de l'imagerie russe, qui est assez magnifique, voilà, plein de personnages, etc., qui se sont appropriés très rapidement en dessin. Mais surtout, là où j'étais vraiment, ça m'a calmé, ça m'a calmé, ça m'a même fait plaisir de voir que chaque élève m'a fait au moins 3 matrices. 3 matrices, ils étaient 20. Donc, quel format? Alors, il y avait de tout, et c'est ça qui est assez superbe, c'était un lycée professionnel. Donc, si vous voulez, de bois. Donc ils avaient du vrai bois, et des très beaux bois. Voilà, donc on les a poncés. Les formes étaient, c'était des chutes, on va dire, donc il y avait un peu de tout. C'était rectangulaire, ça faisait du 15 sur 30, ça faisait du 40 sur 60. Et il y avait même voilà, les plus grandes, on va dire, c'était 40-50. 40-50, ouais, pas 40, ouais, 40-50, on va dire que c'était les plus grands formats. Ou sinon, voilà, tu pouvais avoir peut-être pas du A5, parce que plus c'est petit, plus c'est difficile aussi. Donc je pense que c'était une zone de A4, A3, on va dire, à peu près en règle générale. Il y a eu plein de choses. Alors j'étais super content. Après, là où c'est évidemment plus compliqué à mettre en place, c'est l'impression, évidemment. L'impression, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'apprends et puis j'apprendrai toujours. Il faut être vraiment consciencieux, il faut mettre les gants, il faut se laver tout le temps les mains. C'est surtout quand on fait 50 mètres d'impression sur tissu de soie. Il faut, voilà. Là, c'est vrai que là, les cours ont été un peu plus ardus avec les participants, avec l'école là en Isère. Mais bon, voilà, c'est aussi plein de choses qu'on élabore, qu'on comprend aussi avec les enfants, qu'on voit comment c'est possible, etc. Parce que moi aussi, j'aime beaucoup quand je travaille en règle générale avec les autres, quel que soit l'âge. C'est aussi que les personnes s'approprient vraiment la chose. Alors moi, je suis là pour aiguiller, je suis là pour aider, mais je suis pas là pour faire, on va dire, si je peux dire. C'est-à-dire que je vais expliquer comment on fait une impression, je vais expliquer comment on grave, mais je me permettrai pas de toucher une gravure ou une matrice, voilà. Ou de même d'influencer un enfant sur le sujet, évidemment. J'ai par exemple, tu vois, pour le prince Igor, j'ai mis le son du prince Igor de Borodine, là. J'ai quand même mis de l'image. Donc oui, on aiguille quand même un petit peu. Mais bon, j'ai essayé de mettre aussi bien des bâtiments que la nature, que tous les contes qu'on connaît ou pas, assez magnifiques de l'imagerie russe. Donc il y en a plein de très différentes. Après, j'ai eu tout à fait ce que je pensais avoir, c'est-à-dire des femmes qui font des rois, des jeunes hommes qui font des princesses. Enfin, ça arrive, quoi. Enfin, ça, c'est la belle maison, la fameuse maison. Alors, je connais plus comment c'est le terme yourte, ou je sais plus le terme de la maison russe, là, mais ces fameux toits, là, tu sais. Enfin, voilà, toutes ces choses un peu magnifiques. Datcha. À tes souhaits. Pas mal, t'as vu celle-là. Donc, du coup, bon... Voilà, en gros... Oui, il y a les isbas aussi. Il y a les isbas, voilà. Mais bon, pour te dire que, oui, tu amènes un peu, parce que ça parlait d'un sujet aussi. Ouais. Bah, là, c'est autre chose. Alors que là, quand j'étais avec les enfants à Montreuil, c'était les rêves et les cauchemars. C'est-à-dire que ça veut dire tout et rien. C'est-à-dire que c'était... Enfin, tout et rien. Tout, en fait. C'est-à-dire qu'ils pouvaient tout dire. Hein, voilà, en règle générale...
J'ai beaucoup dessiné aussi avec les enfants. On a fait des journaux, Montreuil vu par les enfants ou autres, où les dessins sont décapants. Il y a des choses qui sont très claires, qui sont bien vues. Hein. Ça, et vraiment vues par les enfants dans le sens où, bah oui, on est un peu plus petit, tout est agrandi, mais les choses aussi sont vraiment exprimées de manière forte, quoi. Bon, voilà. Donc ça, c'est un truc à garder aussi quand on passe à la gravure, parce que la gravure, il ne faut pas oublier que c'est quand même du dessin. Oui. Hein, ça, on peut évidemment, quand on a un attrait ou quand on a beaucoup d'années derrière un peu de gravure, j'ai déjà fait des croquis nus ou autre chose directement en gravure, sans dessiner. On peut avoir des très grandes planches en bois et faire des événements, etc., si ça s'y prête, qui sont déjà noirs, qui sont déjà noircis. Hein. J'ai déjà fait ça sur des très grandes cloisons de 2,70 m ou autre. Où on gravait, d'accord, où on gravait, où on gravait directement. Oui, mais du coup, c'est assez agréable parce que bon, faut avoir un peu plus l'habitude peut-être, mais il n'y a pas le dessin. Donc là, on est encore plus dans la gravure, ou comme le sable quand on est, vous savez, sur la plage, là, puis qu'on fait ces dessins éphémères assez beaux entre guillemets, quoi. Enfin, qui ont une certaine beauté, quoi, dans le sens où. Bon, il ne faut pas être inhibé. Voilà, c'est ça. Non. Ah non, ça c'est quand. Là, il y a un certain temps qui est passé aussi. Hein. Je pense que là, de toute façon, c'est des périodes, je pense, des périodes de discussion, de lecture, d'écriture. Enfin, la gravure. L'image, le texte, enfin tout ça, toutes ces expressions qu'on a, la musique, sont des choses qu'on a, quand on les fait, je pense qu'on essaie de les faire, quelles qu'elles soient, le plus pleinement, le plus entièrement possible, quoi, le plus véritablement possible, hein, je sais pas si je suis clair, mais ouais, voilà. Donc la gravure, et c'est ça ça contrainte, mais c'est ça qui m'aide aussi. Une fois creusé, c'est creusé. Une fois taillé, c'est taillé. On met pas de pâte à bois, on met pas quoi que ce soit. On peut pas retoucher. On retouche pas. C'est comme quand on fait de la ronde bosse, on tape dans une pierre, on tape dans du bois, on ne bouge pas on s'amuse pas. Qui se sont barrés malencontreusement. Donc on joue aussi avec ça, voilà. Ouais. Donc à emmener, on a déjà fait, hein, même pour des tout petits, hein, même des fois des 5 ans, on grave des pommes de terre, tout est possible, hein, en gravure. Après, ça s'appelle de la gravure tout simplement parce que ça va tout simplement, la gravure c'est ça, c'est le début de l'impression, quoi. C'est-à-dire que c'est juste pour que l'image soit répétée, quoi. Tout simplement. Voilà. J'ai dans ce sens-là, si je peux mettre mon grain de sel qui est un petit peu bon, j'ai travaillé aussi avec des enfants, moins longtemps que toi, pas 17 ans, mais plutôt 5-6 ans, et je les ai gravés sur du plâtre de cloison, là, comment ça s'appelle. Oui. Et alors c'est une gravure, on pouvait faire quelques impressions, mais quand même on pouvait faire des c'est impressions. Plâtre cellulaire, je crois, c'est ça, non? Non, c'est pas celui-là. Non, c'est le placo-plâtre. D'accord. C'est des trucs épais comme ça, avec du carton de chaque côté. Oui. Alors tu les fais tremper dans la flotte pour ramollir le carton, pour pouvoir l'enlever. D'accord. Et puis après, tu peux graver dedans, etc. Même si tu veux t'en servir comme support pour faire une espèce de bas-relief, tu peux le colorer, etc. Ça prend très bien la couleur d'ailleurs. Mais je m'en servais surtout, comme toi, avec le bois. Mais moi, j'avais pas parce que là, je faisais leurs petits outils, tu sais, c'est avec un clou et puis avec un petit manche en bois. Oui, la brassaille, quoi. Enfin, ouais. Voilà. Et ils pouvaient pas se blesser, si tu veux. Oui, c'est ça. Voilà. Oui. Donc c'était beaucoup plus facile. C'est plus du grattage. Là, on est plus dans le grattage, quoi. Les clous, etc. J'avais des amis qui faisaient ça. Le grattage, oui. Mais si tu veux, ça leur donnait quand même l'idée de la gravure, de l'impression, etc. De l'impression, oui, c'est ça. Ils pouvaient tout faire eux-mêmes. Oui. Alors ce qu'on met, parce que moi je me suis j'ai fait un peu la même chose, je crois, il y a longtemps. Et malheureusement, j'ai pu faire que 3 ou 4 impressions. Parce que j'ai pas mis la bonne encre. En fait, si on met de la glycéro, on met une encre glycéro sur tout ce qui est, comme on parle de plâtre depuis tout à l'heure, voilà, pardon. Ça enlève du plâtre. Eh ben, non, justement, la glycéro, elle va en fait rentrer dans le plâtre et elle va le durcir un petit peu. Et du coup, il va être un peu plus solide. Voilà, c'est ça enfin voilà. Donc tu vois, en plus, ça permet de faire des très grands creux. Donc au niveau ancrage après, on peut même mettre de la glycéro aussi, justement, du coup. D'accord. Parce que ça va dans les creux, c'est pas grave. Les creux quand je dis des creux, attention, hein, là, on parle de creux très importants. Là, je te parle bon, voilà, c'est pour faire des choses assez grand format. Mais faut surtout pas mettre, ce que j'ai mis d'ailleurs, c'est de l'encre à eau. Voilà, c'est une chose à pas faire. Ou sinon, donc, si on veut, la matrice est sur la feuille après. Voilà. C'est pas formidable. Voilà. Non, ça, c'est sûr que pour développer
la créativité, des mots un peu cons, mais des enfants. Je pense que la gravure, et surtout avec la reproduction, quoi, parce que c'est ça aussi qui est magique. C'est pour ça qu'on s'identifie beaucoup, je pense aussi à ça. C'est comme je disais un peu tout à l'heure, oui, c'est cette espèce de logo d'Ex Libris. Enfin voilà, quoi, c'est un peu sa personne. Souvent, les enfants me faisaient des initiales, mais pas seulement des initiales. C'est-à-dire que les lettres étaient très personnalisées, etc. Parce que évidemment, et heureusement, on a chacun un peu sa chose à dire, quoi. Donc même les choses, même les lettres, donc c'est-à-dire pas forcément des dessins, pas forcément des histoires, des choses illustrées, etc. Mais même seulement des fois des simples lettres. C'est ça qui est intéressant avec la gravure entre guillemets, c'est que juste un petit coup, une petite chose va complètement changer la nature du M, du L ou du je ne sais quoi. Les lettres, les formes ne sont pas seulement que des lettres, évidemment, elles sont aussi dessinées, quoi. Évidemment. Donc bon, voilà. Après, on pourrait faire un peu le tour sur un tas de petites choses. Moi, j'apprends toujours. Je suis toujours en train d'apprendre surtout l'impression. La gravure, j'apprends toujours aussi parce que j'utilise en fait des matières différentes, tout simplement. Donc, on essaye avec ceci, on essaye avec des outils différents. Voilà, j'ai mon oncle aussi là dans le sud qui m'a fabriqué des outils. On a un peu de chance. Et puis je suis jalouse. donc voilà. Après, on fait d'autres gravures, on fait d'autres traits. C'est pas. Là, c'est plus d'ailleurs des outils de sculpteur entre guillemets qui sont en fait les mêmes quasiment que la gravure sur bois. Voilà. Donc voilà. Moi, je cherche aussi effectivement là. J'ai connais un petit peu des gens maintenant sur Montreuil là qui sont ébénistes. Évidemment, moi, je regarde avec des grands yeux là. Ces magnifiques bois qu'on dit nobles, etc. Parce que oui, c'est quand même très coûteux tout ça. Et c'est vrai que pour le moment, moi, je ne fais qu'avec des bois que je trouve, qu'on m'offre. C'est vrai, ça c'est une vérité. Je n'ai jamais acheté de bois à graver, par exemple. Je sais qu'il y a des bons endroits, Joubstoup et compagnie, il y a plein de choses maintenant moins chères qu'avant. Mais voilà, j'essaye quand même de trouver des choses, même des fois par des paysagistes ou autres, qui ont des bois, de l'aulne, des bois souples, etc. On y voit un petit peu que c'est un peu mon truc, quoi, la gravure, que j'en ferai un peu toute ma vie, tout simplement. Donc du coup, oui, c'est vrai que souvent, un bois, on me l'offre, je suis content. On te l'offre sous quelle forme? Plein, des fois, alors des fois... il a un tronc, carrément Alors c'est ça. Et comment tu fais tes planches? Ça c'est plus compliqué, justement. Là, j'ai plus besoin de copains qu'on les outils, parce que là, Non, là, les amis étaient paysagistes, donc c'était facile, ils avaient déjà les outils. Donc ils m'ont découpé, j'ai juste fait un petit ponçage. D'ailleurs, j'ai bien aimé, parce qu'il y avait un ponçage qui avait été, pas forcément mal fait, mais fait, on va dire, brutalement. Et il y avait ce disque, tu sais, qui a fait des espèces de formes. Alors moi, je suis pas abstrait, tu vois, loin de là. Mais effectivement, comme je suis toujours un peu dans une recherche de matière, etc., des fois on laisse, ou des fois on va les surexagérer, etc., etc. Voilà, moi j'ai jamais trop fait. Je sais qu'il y en a beaucoup qui le font, ça. Vous savez, on a une planche qui dit déjà quelque chose. Bon voilà, on l'encre, on l'imprime, et puis on va y voir des choses, et puis après on va essayer de plus marquer la chose, ou Ça, je le fais, j'ai jamais fait. Ça, j'ai jamais fait encore, ce genre de choses. Moi, je suis vraiment plus dans l'imagerie, quoi, dans l'imagerie figuratif, narratif, un peu naïf, peut-être, si on peut dire. Des fois, peut-être pas tellement, parce qu'il y a aussi des volumes. Mais bon, voilà, c'est un peu des choses que j'ai à dire, quoi. Voilà. Et que tu dis, à mon avis, en tout cas, que tu dis d'une manière magnifique, Merci. Qui fait du bien. When the poor crossed the border, I was accustomed to surrender, as I could not do. I took my gun and finished her. I have turned my name so often, I have lost my wife and children, but I have many friends, and so more pen out with me. And a woman gave us shelter beside her in the garret.
chez moi. On m'a dit résigne-toi, mais je n'ai pas peur. J'ai repris mon âme. J'ai changé 100 fois de nom, j'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. J'ai la France entière. Un vieil homme dans un grenier, pour la nuit nous a cachés, les Allemands l'ont pris. Il est mort sans surprise. And the wind is blowing. The wind is blowing. Freedom soon will come. They will come from the C'était Mélisse Mel, une interprétation de The Partisan de Leonard Cohen. Oui, sur Radio Libertaire, camarade Piquetou, l'émission à racaille avec notre camarade graveur Clément Scouvart. J'ai bien crié là. Scouvart. J'aimerais qu'il évoque avec nous ce dont on papotait hors micro, concernant, si vous voulez, parce que c'est important quand même, il y a des artistes qui nous écoutent, mais il y a des amateurs d'art aussi, des gens, même des galéristes, sur son rapport comme graveur, comme praticien de cette discipline, avec les soi-disant professionnels de la vente que sont les galéristes ou les gens comme ça, parce que c'est pas triste, son discours sur ces gens-là, enfin sur ce qu'il en a aperçu en tout cas, qui rejoint complètement ce que je pense profondément, mais bon, c'est mieux qu'il soit exposé par lui, parce que quand on connaît son travail, il a du répondant quand même. Ben voilà. Non, c'est des petites choses, mais disons que... Non, c'est important. Non, c'est parce que quand je dis des petites choses, c'est parce que je sais pas comment je vais encore amener la chose. C'est pour ça que, ça me permettait d'y mettre un peu de temps, mais non, là, en fait, voilà. J'expose, évidemment, je fais des impressions sur tissu, évidemment, je vends, évidemment, ou pas, hein, mais bon, voilà, je présente mon travail, quoi. Et plusieurs fois, il m'est arrivé, effectivement, alors tant mieux, hein, qu'on me propose, qu'on m'emmène, qu'on me présente des galeristes, donc que j'y aille. Et là où vraiment, je saisis pas ce monde, si c'en est un, parce que je crois qu'en fait, il n'y a presque rien. Donc là, je suis un peu négatif, mais c'est-à-dire que voilà, on aimait, ben, si vous voulez, on me propose, on me dit, on me présente, donc c'est-à-dire qu'on aime, on va dire, on est intéressé quoi par mon travail. Mais après, on me demandait, justement, quand je faisais voir mes impressions, après on me disait, mais oh c'est super, très bien, mais comment ça peut se vendre? Donc parce que c'est quoi de la gravure? C'est justement le fait de pouvoir répliquer une image, quoi.
Voilà. Donc oui, je sais, là, si on parle au FRU, que chaque impression est unique, etc. Oui, ça, je suis d'accord aussi, mais ça n'empêche que c'est la reproduction. Et donc là, on me regarde avec des gros yeux comme ça, on aime beaucoup cette image, on aime là, hein, mais comment c'est vendable? Alors après, on est un peu désabusé, parce qu'on se dit, bah alors, c'est bizarre quand même la gravure, surtout pour un galeriste, je pense qu'il sait un peu ce que c'est, quoi. Il sait que, hein, voilà, faut pas, je sais qu'on est au 21e siècle, mais bon, quand même, c'est pas si vieux, quoi. Donc voilà, j'explique un peu, et puis je dis, bah voilà, elle est sur 60, elle est sur 30, alors j'estime ça à temps, et puis voilà. Et c'est vrai que là, beaucoup, et c'est vrai que bah voilà, je suis pas assez cher, ou je sais pas ce que c'est, mais voilà, c'est ça le problème aussi beaucoup, c'est que même les expos collectifs, quoi, dès qu'on vend à un tarif, c'est pas bas, c'est un tarif de travail de temps, d'impression, etc. Mais qui est évidemment beaucoup plus bas, sûrement aussi effectivement, qu'une chose qui est comme une peinture, comme j'ai dit tout à l'heure, qui était unique. Vraiment unique. Du coup là voilà, c'est pas les mêmes tarifs du tout, et là c'est beaucoup moins intéressant évidemment pour les revendeurs, et même les galeristes m'ont regardé comme ça avec des gros yeux, m'ont dit mais non, mais là il faut que tu vendes tes matrices. Alors bon, moi je veux bien vendre des matrices si les gens sont intéressés, pourquoi pas, mais on voyait que c'était un petit peu jeté comme ça, voilà, pour pas forcément que je revienne non plus. Et puis Oui. il m'a rappelé, il m'a dit ah bah tu me rappelles dès que tu fais quelque chose de nouveau. Alors moi je veux bien, moi ça fait 27 ans que je fais des choses nouvelles, donc je veux bien rappeler les gens, mais je veux dire il y a pas de problème. Je veux bien faire des petites affiches, en mettre de temps en temps à droite à gauche, ou même faire des donations comme je te disais tout à l'heure. Ouais. On m'avait proposé. Et c'est moi, hein, peut-être j'aurais dû discuter avec la personne qui m'avait proposé ça, parce que je pense que c'était intéressant. Alors je sais plus quelle association c'était, mais bon, c'était pour des réfugiés, pour un espèce de local comme ça à Montreuil. Et on devait faire une donation, si on voulait, d'une œuvre. Et moi, ce qui m'a un peu aussi fait que j'ai pas présenté la chose, ça c'est vraiment bête, c'est vraiment dommage, mais malheureusement c'est ça, c'est que elle n'était pas, comme je t'ai dit tout à l'heure, elle n'était pas, tu sais, quand tu une estimation. Mais c'est pas l'estimation évidemment de l'artiste, c'est une estimation, je sais pas quel magazine, je sais pas quelle personne qui s'apprête ou qui se dit cette œuvre vaut tant, elle vaut autant, et puis elle va après sûrement écrire un tas de choses ou pas sur cette œuvre. Voilà. Oui, ça c'est du domaine, si tu veux, des salles des ventes. Voilà, salle des ventes. C'est là que tu as ta cote. Si Voilà, tu veux. c'est ça. C'est- Alors moi voilà, je suis pas passé. Alors tu vois, c'est ça qui est un peu, alors bête pas ou pas. coté. Je pense que voilà, je suis pas à côté. Je suis pas à côté parce que je me suis pas présenté, je me suis jamais présenté comme ça, c'est surtout ça en fait. J'ai pas fait ce chemin-là, j'ai toujours travaillé, si tu veux, l'image dans ma vie quotidienne, et dans mon quartier, ou dans mes quartiers, ou dans mon boulot. Donc dans ma vie, si tu veux. Après, évidemment, l'intérêt des gens qui m'entourent m'ont suivi depuis pas mal d'années. Donc j'ai quand même des gens qui me suivent et puis qui aiment l'imagerie. Et voilà, qui aiment ce que je fais, c'est pas le souci de ça. Hein. Là, c'est plus justement d'histoire de cotes, d'histoire de chiffres, d'histoire de papier. Hein. C'est un peu ça, d'histoire même de diplôme. Hein. De pognon. De pognon. Bah oui, au bout du compte, telle école, oui. Alors dans ce cas-là, ça coûte plus 100 euros, ça coûte, je ne sais plus, de 1000. Ouais, Enfin, c'est bon, ça voilà. qui est complètement C'est- aberrant. Et là, tu te dis bon. Et je sais que je peux aller en élève libre ou je ne sais quoi. Évidemment que je peux avoir des petits papiers à droite à gauche, mais c'est vrai que j'ai toujours eu un peu comme ça, une hantise comme ça à avoir des papiers pour avoir des possibilités, des ceci, de cela. Moi, j'ai toujours aimé un peu je sais pas, c'est peut-être un peu prétentieux, mais le fait de pouvoir faire des choses et de les faire. Et cette réalité-là devait suffire en règle générale. Tout Quoi. à fait. Tu vois, le travail, quoi. Le 100% travail, d'accord avec le toi. quotidien, la présence, la volonté, enfin, tout ce genre de choses qui font que la vie est la vie, quoi. Donc voilà, ça c'est vrai que c'est un chemin que j'ai pas, que voilà, pour l'instant j'ai pas pris. Alors un peu malheureusement, peut-être au niveau financièrement, c'est vrai, parce que c'est pas évident de vivre de l'imagerie, etc. On m'a même des fois proposé, des stylistes m'ont dit. Ils aimaient beaucoup les gravures, ils disaient ah oui tiens tu pourrais nous faire des tarots, ils m'ont fait un peu rire comme ça, ils voyaient un peu mes imageries, puis tiens tu peux nous faire un tarot de Marseille là, dans 3-4 jours, tu mettrais combien de temps pour nous faire quelques cartes? Puis alors là toi tu les regardes, tu fais un peu des gros yeux comme ça, puis tu dis mais tu sais ce que c'est que la gravure, alors tu leur fais voir un peu des matrices, et puis alors ils te rétorquent ah oui ça va être un peu trop long, 3 semaines, déjà que t'as travaillé, parce que je sais pas il y a combien de cartes, mais c'était un peu un boulot de folie. Et puis après, alors il t'envoie un message, il dit « Ah, attends, j'ai trouvé sur Photoshop un effet qui fait gravure. Peut-être tu peux faire l'effet gravure pour avoir ton image. »
Et là, tu réponds pas. Enfin, je veux dire, et à un moment donné, c'est du gros foutage de gueule, quoi. Je veux dire, bon, il y a un moment donné, désolé, mais enfin, voilà, quoi. Faut pas trop se foutre de la gueule du monde. On sait ce qu'on sait faire, on le fait ou pas. Après, chacun, voilà, un violoniste va faire du violon, et puis voilà, un accordéoniste est accordéoniste, quoi. Voilà, chacun a un peu son médium, je sais pas quoi, mais c'est ça qui est un peu dérangeant, quoi. Moi, qui m'a un petit peu, effectivement, et du coup, ça m'a aussi mis, peut-être aussi, avec une certaine facilité dans la rue aussi, avec aisance. C'est vrai que ça, depuis que j'ai 13 ans, elle m'appartient, la rue. Ça, je le dis sans déroute, quoi. Et les squats et d'autres endroits. Qui sont complètement à la marche. Alors ça, par contre, c'est vrai que c'est pas difficile d'être à la marche, de toute façon, franchement. Voilà, c'est de plus en plus aberrant. Donc, voilà. C'est un peu une réticence aussi de ma part. Peut-être un jour, je pousserai le pas, etc. Mais c'est compliqué de voir que des fois, autant de travaux, même pas que de moi, d'amis artistes, etc., ne permettent aucune considération du travail établi, quoi, enfin de la chose faite, quoi. Tu vois, c'est quand même très triste parce que c'est malheureusement très très vrai, quoi. Oui, absolument. Très vrai. Donc voilà. Surtout si tu veux, là on peut pousser un peu le bouchon parce que tu peux faire une peinture, même des grands formats, tu peux barbouiller en quelques heures un truc que tu peux vendre. Tu peux, voilà, et ça se vend, mais une gravure, tu dois passer par des étapes qui sont incontournables, qui sont la gravure de la matrice, qui sont l'impression, etc. Tu peux pas jouer, tu vois, donc c'est ça qui est terrible dans le cas, mais les sculpteurs ont le même problème, tu vois. Le temps, tu veux dire le temps. C'est difficile à vendre une sculpture, oui. parce qu'évidemment, pas n'importe qui peut foutre une sculpture dans sa maison, tu vois, ça dépend quel format tu sculptes, mais d'une manière générale, quoi. Oui, Une j'entends. sculpture, c'est pas facile, il faut un socle, il faut un éclairage, et la gravure, on en est au même. Il y a des gens, des espèces de collectionneurs, mais moi j'avais un copain qui collectionnait la gravure, mais bon, c'est des passionnés, tu vois, qui fouillent partout, qui trouvent, et ils mettent les gravures dans un carton, ils les sortent plus jamais. Oui, tu vois. Tu vois, je c'est connais un un peu. monde très, très spécial, mais encore eux, les amateurs, ils comprennent, mais les galéristes, t'as l'impression qu'ils sautent des cases, quoi, comme ça, tu vois. C'est ça, oui. Voilà. Ils sont intéressés par l'imagerie et bizarrement pas comment elle est produite. Voilà. C'est quand même particulier. Alors que pourtant, ils sont un peu dans le technique, entre guillemets, enfin, dans les guillemets, quoi. Oui, nous, on vend ça. Non, mais c'est ce qu'ils veulent, entre guillemets, c'est comme les salons de Oui, thé, mais enfin. c'est comme tu dis à un épicier, ils vendent des styles, quoi. saucissons, c'est pas lui qui les fait. Oui. Tu vois, et puis voilà, et puis ils les mangent même pas. Ils les mangent pas, oui, c'est ça. Voilà, Oui. puis il vous dit c'est du très bon saucisson d'Auvergne, attention. Allez-y, oui, c'est rare. Non, oui, c'est le monde, si tu veux, le monde des galéristes, etc. Il y a un bouquin que j'ai lu là-dessus, qui est fait par une espèce de scientifique, je sais pas quoi, enfin, qui c'est cette bonne femme bon, bref. Elle a écrit 3 bouquins, galériste, collectionneur et artiste. D'accord. Tu vois, mais ils sont très intéressants. Mais si tu veux, pour te déprimer, c'est super. Et là, je pense que je viens de penser à un petit truc qui, à mon avis, c'est ça aussi qui dérange. C'est qu'on ne peut pas s'approprier une gravure car il y a la matrice. Mais, Et je pense que ça doit déranger pas le collectionneur, mais le galeriste. oui, tout Ça fait. doit déranger énormément parce qu'il n'a pas en fait de main, si on peut dire, sur la chose. C'est ça hein, qui est peut-être aussi un peu super, génial, etc. C'est un peu comme un petit totem. La matrice reste à la maison et elle est réimprimée. Voilà. Ou pas. Mais ça, le galériste qui t'a dit ça, c'est un gugus. Parce que les matrices appartiennent aux graveurs. Oui, bien sûr. On vend jamais une matrice. Oui, c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit non, mais tu sais, maintenant, on vend de là. Maintenant, il faut vendre tes matrices. Bah non, Vendre tes c'est matrices. aberrant. Tu vois, Oui, c'est le mec, ça signifie qu'il ne connaît rien au marché de l'art. de l'arbre. Oui, oui. Non, mais tu vois, quand on disait tout à l'heure, plus ou moins, que les mecs, ils parlent de choses qu'ils ne connaissent pas. Et ben voilà, ce qu'ils connaissent parfaitement, c'est le rapport que ça peut, enfin le fric que ça peut leur apporter. Que ça peut rapporter, oui. Sorti de là, tu sais, bon. Oui, c'est pas ça. Mais là, j'avais fait une grande cloison, là, comme je t'ai dit tout à l'heure, là, 2,70 m ou 3, enfin bref, un grand truc, avec des anciens d'ailleurs, là, j'ai connu un artiste là, qui est assez magnifique, là, qui est décédé il y a pas longtemps, là, Lulu Larsen, qui faisait partie de Bazooka, là, un vieux groupe. Ouais. Et lui, il faisait plutôt du grattage, là. Et du coup, ça, c'était vraiment très sympathique d'être avec un peu un ancien, enfin voilà, qui était aussi dans l'imagerie un peu plus
qu'on disait peut-être infantile ou pas, mais voilà, dans ces imageries où il y a des personnages, des animaux, beaucoup, etc. Et puis, il a gravé, il a fait 2 personnages. Un autre artiste aussi, Objectif Art, là, qui est plutôt graffeur, a fait aussi sa chose, il a fait 2-3 persos, et puis on a fait une gravure un peu collective, comme ça. Et ce qui m'est venu, ce qui était un peu aberrant, quand j'ai exposé, elle n'est pas encore finie, hein, malheureusement, mais puis elle n'est pas encore imprimée non plus, mais elle le sera un jour, peut-être à l'Albatros, là, à Montreuil. Mais ce qui m'a étonné vraiment quand j'ai exposé cette chose-là, c'était pas seulement le c'est beau, c'est pas beau, ceci, cela, c'est combien de temps. C'est le rapport au temps. On est au XXIe siècle. Hein. C'est-à-dire que pour eux, c'est aberrant de faire à la main un aussi grand travail, quoi. Enfin, moi, travail, tu vois, sur un grand format comme ça. C'était la question sans pitaine, enfin tout le temps. C'est la seule. Enfin, c'était vraiment combien de temps. C'est pas combien ça coûte, c'est pas quel sujet, c'est pas vous étiez combien, c'est combien de temps, quoi. Donc le temps, on le prend. Tout simplement. Et à un moment donné, faut arrêter d'avoir peur du temps qui passe. Le temps, il faut passer avec lui, quoi. Faut le prendre, quoi, le temps. On vit qu'une fois. Il y a un moment donné, il faut un peu se réveiller. Donc voilà, j'étais un peu surpris. On a eu beaucoup de monde à cette expo, beaucoup de monde. Donc ça, c'était très très sympathique. Mais le rapport au temps, voilà, j'en parle comme ça, mais c'est vraiment un truc, je pense, qui est vraiment qui fait peur aux gens, quoi. Vraiment, mais vraiment, je parle de n'importe quel âge, mais effectivement, quand même plus ceux qu'on a. Vingtaine, trentaine, quoi. Enfin, voilà. Plus la petite vingtaine ou la petite trentaine, quoi. Ils ont vraiment ils touchent le bois, ils comprennent pas, quoi, qu'on puisse. Et quand je leur fais voir en plus les petits outils, ils disent ah mince, il va même pas au Karcher. Enfin voilà, il va même pas à la défonceuse ou je sais pas quoi. Enfin, quand tu leur fais voir les outils puis que tu fais tu fais comme ça, ils te regardent comme ça. Ça leur fait peur. Hein. Et du coup. Ah voilà, ils peuvent être aussi admiratifs, c'est pas le problème. Mais il y a quand même plus, tu vois, cette crainte, tu vois, cette notion de temps là, comme ça. Ça, je crois que c'est un des points les plus importants de notre conversation, de finir avec ces notions de temps, comme tu le précises avec les 20-30 ans, quoi, les gens qui sont tous les jours sur leur machin, leur smartphone, etc. etc. Et voilà, ils ont aucun... le temps, ils ont perdu... le temps, pour eux, n'existe pas. Il est virtuel maintenant, oui, le temps est virtuel. Tu regardes même plus le temps passé, c'est le temps, il est numérique, le temps. C'est particulier. Hein. Alors que toi, que quelques artistes, quelques plasticiens, sculpteurs particulièrement, il y en a à côté, là, qu'il faudrait qu'un jour tu ailles voir, c'est le temps. Le temps, ils prennent le temps. Oui. Tu vois, mais évidemment que... Comme on prend le temps de penser aussi. C'est ça. Oui, tout va avec. C'est toute une alchimie, quoi. Il y a une vie, voilà. Eh bien, camarades auditrices, auditeurs, c'était donc Clément Scouvart. Qu'on reçoit aujourd'hui. À un moment, on continuera bien une demi-heure. Ouais. Hein. Mais avant de se quitter avec Clément, j'aimerais qu'il nous dise où on peut aller te voir ce week-end. Alors oui, il y a une petite... Alors c'est pas vraiment une expo, c'est plus un petit marché. Alors plutôt rock'n'roll, avec des... Je suis le seul graveur, mais il y a plutôt des gars qui font de la sérigraphie. Il y a un peu, je crois, il y a du couturier, il y a un peu de tout. Là, c'est sur Montreuil, c'est à l'Escale. Et c'est le 17 et 18 décembre à l'Escale, Croix de Chavaux, Montreuil. C'est 17-18 décembre. Alors les horaires, c'est du 16h-20h samedi, et le dimanche, comme il y a le marché à côté, on va mettre un peu de musique. Donc voilà, ça va être un peu sympathique, j'espère. Ouais. Et puis ça sera du 10h-22h. Voilà. Et là, je fais une expo aussi, vite fait. Oui, non, mais c'est une petite expo. J'ai mis une vingtaine de gravures. Voilà. Qui s'appelle le Berrichon, et c'est au 8 rue Édouard Vaillant, Croix de Chavaux, pareil à Montreuil. Voilà, 2 petites expos en ce moment. Donc là, ça sera plus sur papier au Berrichon, et le 17 et 18 à l'Escale, c'est plus sur tissu. Voilà. Ouais, ça donne envie d'aller voir ton boulot. Il faut que nos auditeurs se déplacent. C'est facile, il y a le métro. Non, parce que oui. Et puis si vous n'habitez pas Montreuil, il y a des métros, il y a des bus. Oui. Ouais, c'est bien desservi quand même. Hein, le 115. Parce que...
Oui. Parce que la rencontre, c'est vrai que nous, on a eu la rencontre avec ton boulot direct et Bah ça oui. nous a tellement c'est plu plus... que oui, oui. même si là, il y a une première rencontre à l'oreille, il faut Faut avoir voir. la rencontre Bah, si. directe après. Je vais essayer aussi de faire ça. Je pense que je ferai des affiches sur Montreuil. Mais effectivement, je vais là où j'ai l'expo, je vais faire une petite soirée. Donc après le 17-18, donc le 20, je pense, un truc comme ça. Je vais faire une impression un peu en direct. Parce que c'est vrai que de ramener les matrices, comme vous l'avez pu le voir, je pense que c'était ce qu'il y avait de mieux, entre guillemets, même s'il faisait froid et ceci, cela. Hein. Mais voilà, quand on a les matrices, c'est vrai que j'ai pas fait beaucoup d'impressions, j'avais un peu froid, c'est vrai. Mais quand on fait des impressions en plus, bon voilà, on voit l'ancrage, on voit le temps que c'est, ou on voit la compréhension de la chose, quoi. Oui, tout à fait. Ouais. Non, ça c'est. Et c'est plus intéressant, effectivement. Non, mais ces matrices, c'est quasiment des sculptures. Hein. Je vous assure que moi, j'ai été complètement déglingué, mais dans le bon sens. Hein. Oui, j'entends. Non, ça m'a fait un bien énorme. Parce que, non, je répète, hein, je commence à devenir un peu yaya, mais vous m'excuserez ou pas, ou vous m'exécuterez. Rien à battre. Mais en tout cas, c'est tellement rare de rencontrer des artistes. Parce que c'est un artiste, avant d'être un praticien, à mon avis, il est praticien aussi, mais artiste d'abord, de rencontrer des artistes qui sont possédés par leur métier comme il l'est lui, c'est quelque chose qu'il faut rencontrer absolument. Parce que c'est tous les blablas de la terre ne remplaceront jamais le contact direct avec le personnage. On se disait avec Pigeco en regardant sa photo, tiens, on dirait Van Gogh. Et je pense que Van Gogh, il est un peu siphonné comme ça. C'est ça. C'est mon petit côté flamand, c'est ça. Ouais, hein, c'est ça. Ouais. Oui, il y a là. Mais je pense que nous, on aime beaucoup les flancs, le nord, etc. Parce que les gens. Il y a de la passion là-bas. C'est toujours cette copine Agnès Dubar là, qui est graveuse. Il fait froid, mais ils ont le cœur chaud, quoi. C'est ça. Ouais, Ça peut faire peur à certains. C'est vrai que comme les protestants, tout ça, vous voyez, une petite chose comme ça, d'apparence, hein, je parle évidemment, qui peut comme ça faire un peu peur à certains. Ouais. Mais dès qu'on rentre dans les baraques ou à Hollande ou n'importe où, hein, c'est coloré, et c'est quand même assez vivant, vivace, ou assez direct en tout cas. Ouais. C'est vrai que c'est agréable. On est avec deux artistes qu'on a rencontrés vraiment, c'est-à-dire Jean-Paul Souvras qui est peintre, et puis Agnès Dubar qui est graveuse. Alors elle est très jeune, lui il a commencé à avoir un certain âge, mais alors on était vraiment voilà, c'est simple, c'est bon enfant, ils se prennent pas la tête, etc., etc. Ils en font pas des tonnes comme certains artistes parisiens. On citera pour les noms. Oh non. non, je connais pas les balances, mais en même temps c'est pas intéressant. Bien, qu'est-ce que tu as une petite autre chose à nous dire, une conclusion, parce que c'est un peu con tout ça. Mais bon. Conclusion, pas tellement. Oui, peut-être, non, jamais. Pas de conclusion, non. Je pense que j'ai parlé un peu de tout, de mon travail, de la vie. De ma famille, du boulot. Ton avenir ? De mon avenir. Alors mon avenir, je ferai toujours de la gravure. Voilà. Donc ça, voilà. C'est mon avenir. Après, comment on vit dans la société avec son imagerie, c'est une autre histoire. Il y a plein de choses qui sont possibles. Hein. Il y a un retour, j'ai remarqué, alors je sais que c'est peut-être une mode ou pas, je sais pas, mais j'ai remarqué quand même un attrait à l'image beaucoup plus ample que seulement les anciens. Moi, je suis une famille de graveurs, je le répète peut-être beaucoup, mais du coup, ça veut dire que les gens étaient déjà tellement intéressés qu'ils s'étaient désintéressés un peu par ce que je faisais. Moi, j'étais plutôt du monde d'une autre imagerie. J'adore l'imagerie d'Épinal, c'est pas le problème. Mais moi, j'étais de la bande dessinée, j'étais de l'époque de Gottlieb. J'ai dévoré ces trucs-là, j'étais à fond Druyet et compagnie. Enfin, j'adore la bande dessinée, et toujours d'ailleurs. Mais voilà, j'étais dans une autre imagerie. Et ça, c'est vrai que mes grands-parents... même s'il me soutenait, etc., ça a été un peu, pas compris, quoi, entre guillemets, quoi. Et mon père, pareil, d'ailleurs. Mais après, voilà, j'ai fait de la gravure. On a fait des expositions familiales, où on était trois générations, quoi, tu vois. Donc, c'est assez sympa à voir. C'était un trésor national, hein. Ouais. Ah bah oui. On a des très belles choses dans la famille, oui. Oui, avec mon oncle, là, qui est Mathis, là, qui fait des très belles choses aussi en gravure, puis en aquarelle. Assez militante ou autre là, qui travaille dans des métallurgies là, de Bourges, un gars superbe là, qui fait vraiment des belles choses. On a fait quelques expos comme ça, avec mon grand-père qui était quand même s'il était très surréaliste comme ça, il était beaucoup dans l'humour. C'est une sorte d'intelligence quand même très forte, très marquée, parce qu'il se permettait de dire des choses quand même assez poussées comme ça, mais avec de l'humour, ça passe, tout simplement. Et puis ma grand-mère, elle qui était plus dans
qui était quand même plus dans la sculpture. Elle n'a jamais fait de sculpture, hein, mais on voyait dans ses dessins, dans ses façons de poser les choses, elle était dans le tissu appliqué. Elle a fait de la gravure aussi, évidemment. Du coup, voilà, on faisait des expos de gravure avec mon père, mon oncle et ma tante, et moi-même et mes grands-parents. C'était assez sympa. Ouais, tu vois. Ouais, ben vous avez du pot, les auditeurs des radios libertaires et d'Arac plus particulièrement. Parce que des personnages comme ça, on n'en rencontrera pas beaucoup au cours de ce qui nous reste de vie à se farcir, pour parler élégamment comme d'habitude. Des bonnes tomates. Ah, j'adore les tomates farcies. Oui, ça fait longtemps, moi aussi, tiens, d'ailleurs. Tu m'as fait rappeler que... un de ces quatre. Bon, Ouais. merci infiniment. Merci Clément. Ah bah merci beaucoup à vous, hein. Moi ça m'a fait Ouais. très plaisir Mais de vous rencontrer aussi. Hein. Avant que nous on passe un petit peu à autre chose, je voulais présenter, j'ai un Ouais. petit stagiaire dans la régie qui Oh, mais il a s'appelle grandi Mario. depuis tout à l'heure, Ouais. non, Ah, mais Donc il voilà, s'est je vais levé. laisser la parole à Mario qui se présente. Il a suivi toute l'émission, il est là pendant toute la semaine sur Radio Libertaire, donc je pense que d'autres émissions le présenteront aussi. Mais voilà, Mario, je te laisse le micro Et 5 puis minutes. qu'ils nous disent ce qu'ils pensent de notre invité aussi. Donc bonjour, je m'appelle Mario Charpentier, je suis un élève de 3e au collège Langue-en-Bêta et je fais donc mon stage à Radio Libertaire. Donc j'aimerais aussi faire peut-être une petite dédicace à une bonne amie anarchiste qui s'appelle Maëva Noguera et aussi à notre ami Lino Bonaker. Donc sur ce, merci à tous et je laisse la parole à... Ah bah non, alors, dis donc, oh. Merci Mario. Bon bah écoute, moi je trouve ça génial de voir que des gamins qui sont en 3e ont des copains anarchistes. Ça fait chaud au cœur, je trouve. Ah bah maintenant, il a fait la connaissance d'un artiste quand même qui n'est pas piqué des hannetons. Voilà, Mario il s'est passionné, il a regardé un peu, j'ai fait visiter le studio, il a pris des autocollants, donc c'est super. Bah écoute, bonne continuation dans ton stage Mario, au revoir. Au revoir Mario. Ah, super. Oui, bah, je vous répète, hein, sur Radio Libertaire, mais je vais vous faire grâce de la suite. On va passer tout de suite aux expos, justement. Et puis après, le culturel de la semaine. Et puis après, voilà, la pause musicale. Et ça sera terminé, puisqu'on n'a plus qu'un quart d'heure. Ouais. Bon bah alors les expos, dans les expos plus nouvelles, on peut parler il y a un gala des artistes de Ménilmontant, c'est ce dimanche 18. Alors une fois que vous êtes allé à la Croix de Chavaux, vous avez vu le boulot de Clément, hop, vous embarquez à partir c'est de 16h à oui, à tard dans la soirée, je crois. Donc le gala des artistes de Ménilmontant, c'est à la Bellevilloise. Donc là c'est parrainé par le chanteur des Têtes Raides là. Donc il y a pas mal d'artistes, c'est le festival de la chanson engagée. Donc voilà, vous avez déjà un petit programme pour votre dimanche. Ouais. On peut rappeler une exposition SAD à Bruxelles, à la galerie Sterpoet. C'est Anne van der Linden qui c'est une proposition. C'est fameuse, elle aussi. Voilà, c'est un petit portfolio autour de SAD, donc ils sont plusieurs exposants à présenter leur travail. Le vernissage c'est le 15 décembre et donc c'est au 4 rue du Pont-Neuf à Bruxelles. Il y a Nathalie et Denis donc de l'émission L'Entonnoir qui ont un lieu qui s'appelle La Chaudière 86 rue du Poteau qui lundi 19 donc font une soirée Lorraine à partir de 19h, c'est-à-dire qu'il y a la projection d'un film sur les ouvriers de Lorraine et après une partie plus festive avec boissons, repas et puis musique. Une quiche, peut-être. Il y a toujours l'exposition Picasso Giacometti, la mise en regard des deux artistes, qui est au musée Picasso rue de Torigny à Paris. Nous sommes allés, donc c'était le sujet de notre émission de la semaine dernière. Les Insoumis de l'art moderne, c'est à Paris dans les années 50. Ça, c'est jusqu'au 31 décembre au musée Menjinski, 15 square de Vergennes. Donc, on l'a toujours pas visité cette exposition. Pourtant, on a dit qu'on irait. Il y a du Robérol, du Lorjou, du Bernard Buffet. Il y a Gilles Saxic à la maison Près-Bastille, 12 rue d'Aval, dans le 11e, tous les jours, sauf lundi, de 14h à 20h. Et Hervé Di Rosa jusqu'au 22 janvier à Maison Rouge. Là, c'est pour un moment ludique et coloré qui fait du bien aussi avec son musée international des arts modestes, qui met en parallèle tout ce travail d'artisan du monde entier avec son boulot à lui. Voilà. Et alors, pour le culturel, on est allé dimanche soir à la bibliothèque de la rue. C'est rue
Rue Robert Planquette. Robert Planquette, dans le 18e, c'est une rue qui est perpendiculaire à la rue Le Pic. C'est le groupe Louise Michel de la Fédération anarchiste qui gère le lieu, ou qui auto-gère le lieu. Nous les gosses de Louis Daquin, alors je dis pour un truc... c'est un petit peu la guerre des boutons, mais moins filmé, quoi. Enfin, non, c'est pas ce que je veux dire. Enfin, c'est pas une histoire. C'est presque un documentaire sur les gosses pendant la guerre. Ouais, t'as un grand C'est quoi mouvement. leur première ou deuxième quand tu dis guerre là? La deuxième guerre mondiale. Deuxième guerre, d'accord. Oui, c'est un film qui a été tourné en 42 ou 44. Oui, c'est D'accord. ça à peu près. Et en fait, c'est tout un mouvement de solidarité de gamins. Il y a un des gamins du village qui pète une verrière d'école et il est condamné donc à payer cette verrière. C'est un drame parce qu'il est d'une famille très pauvre et le gamin se prend des roustes en permanence, donc il n'ose même pas dire à ses parents qu'il a pété cette verrière. Donc les gamins vont s'auto-organiser pour faire 10 000 petits boulots pendant leurs vacances et récupérer les 1800 francs. Et ils ont une imagination incroyable. Il y en a un petit qui va imaginer donner des cours d'argot au fils du notaire, par exemple. C'est assez jubilant. Ils cirent les chaussures. Enfin, ils font vraiment plein de choses. Et je trouve que c'est intéressant de voir la place de ces mots, mais comment ils arrivent justement par eux-mêmes à s'organiser, quoi. Ah, ouais. Et vraiment, la bibliothèque La Rue, ils font une soirée cinéma le dimanche, une fois par mois. Essayez de vous tenir au courant, parce que c'est vraiment un lieu magnifique, quoi. Vraiment, on était très heureux d'avoir passé cette soirée là-bas. Après, il y a un petit débat, si les gens veulent bien discuter, voilà. Un petit coup de rouge pour les alcoolos éthyliques, les alcoolos tendance éthylique, voilà. Ou de la flotte, voilà. Bon, voilà. Et puis, il y a aussi Le Voyage au Groenland de Sébastien Beder. Ouais, ça c'est donc un film qui vient de sortir, qu'on a pu voir au Méliès. Et donc c'est un film assez simple en fait, où deux jeunes trentenaires un peu losers, quoi, des intermittents deux intermittents de spectacle qui en fait ont pas les bons codes, les bons réseaux, donc sont dans des trucs foireux en permanence et galèrent avec leur cachet. Et en fait, le père de l'un d'eux vit depuis 20 ans au Groenland, dans un tout petit village où on peut arriver qu'en hélicoptère. Donc ces deux loulous débarquent et ils vont rencontrer les gens du village, ils vont faire connaissance. Et il y a ce décor assez génial. Alors ils font du footing sur la banquise et là il y a deux Groenlandais qui les regardent en disant mais pourquoi les Français sont toujours aussi pressés? C'est assez rigolo. Et il y a plein de choses en fait sous une apparence assez anodine. C'est une comédie aussi, donc ça nous fait du bien parce que nous on voit souvent des films un peu sérieux, donc là ça nous a fait du bien de rigoler et on passe un moment sympa avec ces deux garçons là. Dans une vraie communauté inuite, hein, ce sont pas des acteurs. Hein. Oui. Bon, il y a deux scènes un peu gore quand même où ils vont tuer le phoque, donc ça c'était moins faut sympa. manger quoi. Oui, donc ça a bouffé Ouais. potager. Hein. Voilà. Donc voilà. Et puis ils mangent chaque rue en plus. Et ça alors, juste j'en reviens comme ça là, le film c'est quand là? Ces deux films là, c'est quel soir ça? Ah non, c'est pas. Alors, c'est passé déjà. Oui, vous avez été voir ça, c'est fini. Ouais. Ah, Ouais. Non, le voyage au Groenland, il est encore sur les écrans, il est au Méliès. Je pense qu'on peut encore aller le voir. Et nous, les gosses, on va pouvoir le trouver sur le net. Non Ouais, je vais regarder. Ouais, ça c'est sympa. Et dans la même veine que nous, les gosses, on a regardé hier Scusa de Vittorio De Sica. C'est pareil. C'est magnifique. Un film de 46. C'est terrible. Ouais. Il est terrible celui-là. Ah, terrible. Alors, Terrible. Autant nous, les gosses, ça nous a fait marrer. Autant Mais là, oui, ça. Ouais. Elle est terrible. Avec cette prison là. Il y a un stress permanent dans ce petit cheval, tout. cette liberté là. C'est un grand classique. Ouais. Et puis La fille de Brest de Emmanuel Berco. Voilà, ça c'est un film aussi qui vient de sortir, mais qui retrace tout le parcours militant d'Irène Frachon, qui est lanceuse d'alerte par rapport au Mediator, qui a sorti cette affaire du Mediator. Et là, Emmanuel Berco donc s'est longuement entretenu avec Irène Frachon, qui avait sorti un livre justement pour raconter cette histoire du Mediator quand elle se retrouvait face à personne voulait la soutenir. En fait, même au sein de son labo, c'était assez difficile. Donc voilà, tout ça c'est raconté, on suit toute l'enquête. Alors c'est un film qui est un peu fait à l'américaine, qui est avec des parties assez rapides, donc on s'ennuie pas et on suit Irène Frachon dans son combat. Voilà, l'artiste, la comédienne qui a été choisie pour interpréter Irène Frachon est une Danoise. Elle a un petit accent qui moi m'a un petit peu gênée, mais bon, en même temps.
C'est franchement raciste. Non, mais voilà. En même temps, voilà, on sent qu'elle est dans le rôle et après on oublie un petit peu et on se passionne pour ce combat et ce combat, voilà, qui est toujours le pot de terre contre le pot de fer, parce que même si le Mediator a été interdit depuis, le laboratoire Servier sont toujours pas inculpés, quoi. Ah bah oui, ça. Ah oui, là, Ouais, c'est voilà, pas- encore. quelques dizaines d'années encore. Ouais, Ouais. voilà. Ouais, non, tout ça, c'est. Donc moi, c'est vrai qu'il faut soutenir tous ces lanceurs d'alerte que notre gouvernement devait soi-disant aider et qu'en fait Oui. a laissé complètement tomber, quoi. Ah bah oui, ça, c'est sûr. Las tierras de España, las grandes, la sola desierta llanura. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A corazón suenan, resuenan las tierras de España en la cerradura. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. Nadie que enfrente, no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. À Galopard, Paco Ibanez.